Bonjour, je suis Dr Belarbi, maître assistant en chirurgie urologique au CHU Bnimsous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'infertilité masculine. Dans l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité est définie par l'absence de conception après au moins 12 mois de rapports sexuels non protégés et sans contraception. Le terme de la stérilité doit être réservé à l'incapacité totale et définitive de concevoir avec un diagnostic évident et non curable. 4% de couples souffrent d'une stérilité, dont un tiers de cette stérilité est directement liée à l'homme. Les causes de l'infertilité sont souvent variées et multifactorielles qui se manifestent biologiquement par des anomalies de sperme. Ces anomalies peuvent être quantitatives et ou qualitatives. Sur le plan physiologique, la spermatogenèse est un phénomène physiologique qui se déroule au niveau du testicule et qui est régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le testicule est un organe, ou bien une glande, à double fonction, à savoir une fonction exocrine qui consiste à la production des spermatozoïdes grâce aux cellules de Sertoli qui se situent au niveau du tube séminifère. Cette spermatogenèse se déroule à une température de 32 à 35 degrés et au cours d'un cycle de 74 jours. La deuxième fonction, c'est la fonction endocrine et qui est la synthèse de la testostérone, qui est assurée par les cellules de Leydig. Ces deux fonctions, c'est-à-dire la fonction exocrine et endocrine, sont en étroite interaction. La spermatogenèse est un phénomène régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc à l'âge pubertaire, l'hypothalamus sécrète de la gonadotrophine releasing hormone qui va stimuler l'anti-hypophyse et qui va sécréter de LH et FSH. Ces deux glycoprotéines représentent les deux précurseurs de la spermatogenèse. L'augmentation de la testostérone plasmatique va provoquer un feedback négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire afin de freiner la spermatogenèse. Après la production des spermatozoïdes par les testicules, certains organes participent à la maturation des spermatozoïdes. L'épididyme, qui constitue le site où le spermatozoïde va acquérir sa mobilité et son pouvoir fécondant, cette étape dure environ 15 jours. La prostate, elle est responsable d'une sécrétion acide riche en zinc, en magnésium, acide citrique et phosphatase acide. Contrairement à la vésicule séminale, où la sécrétion elle est basique, riche en fructose et aux prostaglandines. Ces deux sécrétions permettent aux spermatozoïdes de posséder des propriétés antibactériennes et antioxydantes. Sur le plan étiologique, l'enquête étiologique est fondamentale afin de déterminer le pronostic et les options thérapeutiques. On distingue 5 grands mécanismes d'altération de la fertilité, à savoir les troubles érectiles et éjaculatoires, les causes endocriniennes, les causes testiculaires, les causes obstructives séminales et enfin l'altération fonctionnelle des spermatozoïdes. Ces facteurs peuvent coexister chez le même patient. Pour les causes, on a premièrement la cause idiopathique qui représente près de 40% des infertilités masculines et qui se manifeste essentiellement par des anomalies au spermogramme. On a les anomalies excrétoires qui est due à l'obstruction des voies excrétrices. Cette obstruction doit être bilatérale. On peut citer l'agénésie bilatérale des canaux déférents ou des vésicules séminales. Et dans ce cas, il faut rechercher la mucoviscidose. L'obstruction bilatérale de l'épididyme, des canaux déférents et des canaux éjaculateurs, cette obstruction elle est acquise.
Elle peut être d'origine infectieuse, telles que les infections sexuellement transmissibles, ou bien iatrogène suite à une chirurgie inguinale ou scrotale. Troisièmement, les azoospermies sécrétoires. Elles peuvent être d'origine centrale, avec un déficit gonadique et un taux de FSH bas. C'est une atteinte hypothalamo-hypophysaire qui peut s'observer dans des anomalies congénitales, telles que le syndrome de Kellman de Morrissey. C'est un déficit congénital en LH-FSH avec une anosmie. Les tumeurs hypophysaires, d'où l'intérêt du dosage de la prolactine, et les causes iatrogènes suite à une chirurgie ou une radiothérapie centrée sur l'hypophyse. L'origine périphérique, donc testiculaire, et dans ce cas le taux de FSH est élevé. C'est la plus fréquente des azoospermies et qui est due à une anomalie de la production des spermatozoïdes au niveau testiculaire, et on peut les observer dans les cryptorchidées bilatérales, le syndrome de Klinefelter, qui se manifeste cliniquement par une hypotrophie testiculaire, une gynécomastie et un taux de FSH-LH élevé et une testostéronémie basse. D'autres anomalies chromosomiques, notamment la microdélétion de chromosome Y, les causes acquises, notamment infectieuses telles que l'orchite orlienne bilatérale, ou bien suite à une radiothérapie ou chimiothérapie centrée sur le testicule. Les oligo-asténotératospermies. C'est une anomalie biologique, donc diagnostiquée suite à un spermogramme, et qui se caractérise par une diminution de nombre, donc oligospermie, ou bien diminution de la mobilité, donc asténospermie, ou la vitalité, ou bien le pourcentage des formes typiques, donc la tératospermie. Donc ces anomalies sont observées dans les varicocèles, les cryptorchidées et les causes infectieuses, le tabac, la toxicomanie, l'exposition professionnelle, notamment la chaleur. Elles peuvent être d'origine génétique ou idiopathique dans 40% des cas. Les autres étiologies, on a les étiologies urologiques, telles que l'hypospadiase ou les épispadiases, l'électricissement de l'urètre, donc c'est des anomalies qui empêchent une bonne éjaculation, les troubles sexuels et érectiles ou éjaculatoires, la torsion du cordon spermatique, et des étiologies générales telles que le diabète, les maladies endocriniennes, la mucoviscidose, les prises médicamenteuses, la chaleur, donc tout ce qui est environnement, donc les habitudes alimentaires, la profession, le tabac et la toxicomanie. Après les étiologies, on va parler du diagnostic. Donc l'évaluation d'une infertilité masculine, elle doit être envisagée si absence de grossesse après une année de rapport sexuel non protégé sans contraception, l'existence d'un facteur de risque d'infertilité masculine, l'interrogation du couple sur la fertilité de l'homme. Généralement, c'est des malades qui consultent en couple après que la femme a consulté chez un gynécologue et a éliminé un problème gynécologique chez la femme. Il faut toujours se mettre d'accord avec les malades sur l'éventuel d'une procréation médicalement assistée. L'examen clinique, on commence par un interrogatoire qui doit être méthodique et structuré afin d'identifier les facteurs potentiels d'infertilité. Il doit préciser la nature de l'infertilité, c'est-à-dire s'agit-il d'une infertilité primaire ou secondaire, sa durée, l'âge de la partenaire, qui est un élément déterminant dans la prise en charge thérapeutique, les résultats des explorations et les traitements déjà réalisés, les conditions et la qualité de la sexualité du couple, le contexte psychosocial, la fréquence des rapports sexuels et la situation de ces rapports par rapport à l'ovulation. Les antécédents familiaux de l'infertilité, qui orientent vers l'origine congénitale, les antécédents médico-chirurgicaux personnels, la prise médicamenteuse ou bien les expositions professionnelles ou toxiques. À l'examen clinique, donc l'inspection va apprécier les caractères sexuels secondaires, rechercher les cicatrices chirurgicales abdominales ou inguinales, un examen des organes génitaux externes afin d'apprécier et évaluer l'appareil génital, c'est-à-dire la verge, testicules, épididyme, déférent et prostate.
le volume testiculaire est corrélé à la spermatogenèse, l'absence unilatérale ou bilatérale de déférent évoque d'emblée une malformation congénitale. Un toucher rectal doit être systématique afin d'apprécier le volume et la consistance de la prostate. Une varicocèle doit être recherchée chez un patient en décubitus dorsal, puis en position debout avec manœuvre de Valsalva. Après un examen clinique complet, le premier bilan à demander, c'est le spermogramme et le spermocystogramme. C'est un examen biologique de première intention et incontournable afin d'apprécier la fertilité masculine. Il doit être réalisé après 2 à 3 jours d'abstinence et au niveau du laboratoire pour éviter les artefacts liés au transport. L'analyse doit être faite 30 minutes après l'éjaculation, c'est-à-dire après liquéfaction du plasma séminal, et en cas de doute ou d'anomalie, il doit être refait 3 mois après le premier bilan. Un spermogramme normal doit avoir un volume d'éjaculat supérieur ou égal à 1,5 ml, un pH supérieur ou égal à 7,2, absence d'auto-agglutinat du spermatozoïde dans l'éjaculat, une concentration du spermatozoïde supérieure à 15 millions par millilitre ou bien un nombre total qui dépasse les 40 millions. La mobilité doit être appréciée en quantité et en qualité dans l'air suivant l'éjaculat. Et l'OMS a défini 4 grades. Grade A, mobilité normale, rapide et progressive. Grade B, mobilité diminuée, lente ou faiblement progressive. Grade C, mouvement sur place non progressif. Grade D, spermatozoïde immobile. Donc sur un spermogramme normal, on doit avoir plus de 50% de spermatozoïdes en mobilité progressive, c'est-à-dire un grade A plus B, ou bien 25% de mobilité normale, c'est-à-dire un grade de A. Et on doit avoir 75% de spermatozoïdes vivant à la première heure, et la morphologie normale doit être représentée de plus de 30% des cas. Les anomalies morphologiques peuvent intéresser la tête, la pièce intermédiaire ou les flagelles. Ces anomalies, elles peuvent être isolées ou bien associées entre elles. Sur ce tableau, on peut voir les différentes anomalies pouvant être présentes sur un spermogramme pathologique. Le deuxième examen, c'est le test post-coïtal de 1 heure. C'est un examen qui n'est pas de réalisation courante. Il est indiqué devant un patient qui présente une infertilité masculine avec un spermogramme normal. Le but de cet examen, c'est l'étude du comportement des spermatozoïdes dans la grêle cervicale. Et il doit être réalisé en période ovulatoire immédiate ou sous glaire optimisée par la prise des oestrogènes et après une abstinence sexuelle de 2 à 3 jours. Le test est considéré comme positif si la glaire est normale et s'il y a au moins 5 spermatozoïdes à mobilité progressive par champ. Ce test seul n'a d'intérêt que positif. Il permet parfois de dépister des troubles érectiles ou éjaculatoires non évoqués lors de l'interrogatoire du couple. Un complémentaire de seconde intention, réalisé en fonction de l'orientation étiologique, on a la recherche d'une éjaculation rétrograde. Elle est réalisée sur des urines alcalinisées après un orgasme. Le recueil peut être fractionné en 2 parties. Le test est considéré positif si le nombre de spermatozoïdes retrouvés dans les urines est supérieur à celui de l'éjaculat, ou bien il y a une présence de spermatozoïdes dans la deuxième partie de la miction. Spermoculture, c'est un examen à demander si on suspecte une origine infectieuse de l'infertilité. C'est un examen à réalisation et d'interprétation délicate et qui nécessite des règles d'asepsie rigoureuses. Elle est indiquée en cas de pH basique, d'hyperspermie, de leucospermie ou bien d'asténotératospermie et notion d'antécédents infectieuses chez le malade. Au cours de cet examen, on peut demander la recherche des germes spécifiques, notamment les chlamydia. Le bilan endocrinien est réalisé en cas d'azospermie ou oligoasténospermie sévère, des troubles érectiles avec baisse de la libido
ou bien des signes cliniques évoquant une endocrinopathie. Le premier examen, c'est le dosage de la testostérone et du FSH plasmatique. Le dosage de LH et de prolactine sont indiqués en cas de baisse de la testostéronémie avec une FSH normale ou diminuée. Le bilan génétique, c'est-à-dire le karyotype, qui est indiqué en cas d'oligospermie sévère ou bien la présence des signes cliniques évoquant une anomalie chromosomique, son intérêt diagnostique, mais également pronostic permettant d'établir un conseil génétique lorsqu'on envisage une fécondation in vitro avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Les examens radiologiques, l'échographie reste l'examen de première intention qui permet l'exploration de testicules, de cordon spermatique et le carrefour vésico-prostatique. L'échographie Doppler permet une évaluation précise de volume et de contenu du testicule et permet le diagnostic et la stadification des varicocèles. La biopsie testiculaire, c'est un acte chirurgical à visée diagnostique et pronostic, mais également un geste thérapeutique car elle permet l'extraction et la cryoconservation des spermatozoïdes. Pour le traitement, les troubles sexuels érectiles ou éjaculatoires, on peut préconiser une psychothérapie, une éducation de la sexualité ou de simples conseils sur la fréquence des rapports et leur programmation par rapport à la date de l'ovulation. Et en fonction des étiologies, les troubles érectiles sont traités par inhibiteurs de la phosphodiesterase, la prostaglandine, les prothèses péniennes ou la gonadotrophine. Pour les azoospermies obstructives, le traitement chirurgical reste un traitement aléatoire et les résultats sont toujours mitigés. On peut préconiser des anastomoses épidédémo-différentielles, le plus souvent indiquées dans les étiologies infectieuses, les vasotomies qui permettent de rétablir la perméabilité après une vasectomie à but contraceptif ou bien après une lésion iatrogène. La reperméabilisation des canaux éjaculateurs qui consiste à la réduction de la partie distale, ce qu'on appelle le veromontanum. En cas d'échec ou bien en cas d'agénésie bilatérale, le seul traitement reste la procréation médicalement assistée. Les azoospermies sécrétoires, quel que soit central ou périphérique, le traitement c'est la procréation médicalement assistée. Les oligoasténotératospermies, on commence par le traitement de l'étiologie, c'est-à-dire les varicocèles, les infections autres. En cas d'échec ou bien en cas d'impossibilité, le traitement c'est la procréation médicalement assistée. L'aide médicale à la procréation, ou bien la procréation médicalement assistée, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui consiste soit à une insémination artificielle, donc c'est l'injection de spermatozoïdes dans l'utérus de la dame pour faciliter la fécondation in vitro, c'est une fécondation qui se fait au laboratoire, puis injectée dans l'utérus, et l'injection de spermatozoïdes intracytoplasmiques, ou bien l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, c'est une technique plus pointue et délicate qui consiste à injecter le spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovocyte, puis la mettre dans l'utérus. Et je vous remercie.